Bonjour à tous, bienvenue dans cette cinquième partie de ce séminaire consacré au droit des biens et plus particulièrement au droit des servitudes pour la section qui nous préoccupe à présent. Je vais ici me concentrer sur les principaux apports de la réforme entrée en vigueur au 1er septembre 2021. Certains points méritant effectivement que l'on s'y consacre dans un certain détail. L'actuelle réforme vient ici apporter une refonte substantielle dans certaines dispositions d'un régime des servitudes qui n'avait pas connu de modernisation substantielle depuis son entrée en vigueur au cours du XIXe siècle. Nous nous concentrerons aussi sur trois aspects principaux de la réforme, qui est la modernisation et la restructuration du régime des servitudes, les différentes innovations et évolutions qui ont été apportées au régime, notamment en matière de servitude du fait de l'homme d'une part et des servitudes légales d'autre part. Et enfin, nous nous concentrerons sur un point précis d'application de la loi dans le temps, tout particulièrement en matière de prescription acquisitive et des délais applicables en matière de prescription acquisitive. Le régime des servitudes a connu dans le cadre de la réforme d'une modernisation des différents concepts employés. Plusieurs points ici méritaient en effet d'être refondus, en tout cas restructurés ou adaptés à une société qui a profondément évolué entre l'entrée en vigueur de l'ancien régime et l'entrée en vigueur du régime actuel. En effet, l'ancien régime des servitudes est le produit d'une société entrant dans une révolution industrielle, une société qui est encore très rurale, la majorité de la population vit encore en zone rurale, mais c'est une société également moins densément peuplée, moins peuplée de manière absolue, et dont les besoins étaient extrêmement différents de ceux de la société actuelle dans laquelle nous vivons, une société plus urbanisée, plus densément peuplée, où nous sommes en définitive toujours le voisin de quelqu'un. Le régime des servitudes connaît donc une réorganisation autour des servitudes du fait de l'homme, résultant de l'activité humaine plutôt que de servitudes légales ou découlant de l'état des lieux, et donc de servitudes découlant de phénomènes naturels s'imposant à tous. Cette réorganisation va donc adapter le régime autour de l'activité humaine, ce qui va impliquer plusieurs restructurations et plusieurs modernisations de concepts employés. L'un des concepts les plus importants qui sont ici apportés dans le cadre de la réforme est l'introduction de la notion d'immeuble dans la définition d'une servitude. La servitude étant aujourd'hui définie comme étant une charge grevant un immeuble, dit fonds servant, pour l'usage et l'utilité d'un immeuble appartenant à autrui, dit fonds dominant. En introduisant la notion d'immeuble, remplaçant ainsi celle d'héritage, le législateur nous indique ici que le régime de la servitude n'est plus nécessairement lié à la simple propriété du sol, mais également susceptible de s'appliquer à une propriété immobilière décorrélée de la simple propriété du sol, et donc à des différentes hypothèses de propriété démembrée, notamment différentes hypothèses de superficie, d'amphithéose ou de copropriété, c'est un point sur lequel je reviendrai dans le cadre de la présente présentation. D'autres concepts, toutefois, sont conservés, notamment ceux de fonds servant et de fonds dominants pour des questions historiques et d'utilité pratique, ces notions étant bien comprises et n'appelant pas à une révision particulière. Plusieurs types de servitudes sont également restructurés et réorganisés,
notamment, on peut notamment observer la disparition de la distinction entre des servitudes urbaines et des servitudes dites rurales. On relève aussi la disparition de la distinction des servitudes naturelles ou des servitudes simplement établies par la loi, l'ensemble finissant réorganisé autour d'un régime de la servitude dite légale. On peut aussi observer la disparition de la distinction entre des servitudes continues et discontinues au profit d'une extension du concept de servitude apparente, un point sur lequel je reviendrai également. Dans les différentes innovations, évolutions du régime des servitudes, tout particulièrement du régime des servitudes du fait de l'homme. S'agissant de ce type de servitude, j'aborderai ici 7 points d'attention particuliers qui ont fait l'objet qui bénéficient grandement de la réforme. Le premier, et j'ai déjà ici brièvement abordé ce point, est l'introduction de la notion d'immeuble dans la définition de ce qu'est une servitude. L'article 3.114 reprend en effet cette notion et permet ainsi de dissocier la servitude de la stricte propriété du sol, du terrain. Différentes combinaisons sont possibles, notamment en matière de copropriété ou bien entre fonds appartenant à la même personne, mais appartenant soit à la même personne, soit étant divisés entre copropriétaires, ces situations étant susceptibles d'être combinées de cas. Ce cas d'application étant expressément visé par le nouveau Code civil. Autre exemple directement visé par le nouveau Code, la possibilité de voir des immeubles appartenant à la même personne être grevés d'une servitude si l'un de ces deux immeubles est grévé dans un réel usage au profit d'un tiers. Également, nouvel apport, la servitude doit avoir un rapport direct et immédiat avec l'usage d'utilité du fonds servant. Il ne s'agit donc pas d'un droit se dissociant de son exercice concret, comme nous le verrons également dans d'autres instances. Deuxième innovation intéressante, reprise ici aux articles 326 et 327 du nouveau Code, une réforme des différents délais de prescription acquisitive. Vous noterez ici que la bonne foi ou la mauvaise foi selon de la personne acquérant une servitude par prescription a un impact non négligeable sur le délai de prescription acquisitive. Nous sommes ici avec une dissociation très nette découlant du comportement et de l'attitude de la personne qui se revendiquera titulaire d'une servitude. Point très important, cette possibilité de prescription acquisitive ne va s'appliquer qu'aux servitudes apparentes. Par servitude apparente, on doit entendre, comme visé à l'article 3.115, les servitudes qui s'annoncent au titulaire prudent et raisonnable dans le droit réel sur le fonds servant, soit par des ouvrages permanents et visibles, soit par une activité régulière et révélée, ou régulière et révélée par des traces qui apparaissent sur le fonds servant, qui peuvent être constatées sur le fonds servant. Ce point très important, notamment quant aux actes posés par le titulaire du fonds dominant et par le propriétaire du fonds dominant et titulaire de la servitude ainsi revendiquée, sera ici abordé notamment en termes d'acquisition un peu plus tard également. Ces ouvrages permanents et visibles. Par exemple, on se penchera sur des ouvrages qui auront fait l'objet d'aménagements particuliers, par exemple une forme de bornage ou de délimitation, ou lorsque le titulaire du fonds dominant posera des actes d'entretien particuliers, par exemple la tonte des pelouses sur le terrain sur l'assiette de la servitude, et par ailleurs sur le fonds servant, ou par des traces visibles résultant de l'utilisation de cette servitude. On pourra envisager ici, par exemple, des traces du passage de véhicules, quitte à laisser des sillons
perceptibles, les sillons laissés par exemple, les roues du véhicule utilisé. Troisième point, l'entretien des servitudes par le propriétaire du fonds dominant. L'entretien de la servitude lui incombe en règle. Toutefois, l'article 3.121 du nouveau code prévoit des hypothèses dans lesquelles c'est bien le titulaire du fonds servant, celui chargé de laisser le propriétaire du fonds dominant exercer son droit de servitude. Le titulaire de ce fonds servant peut potentiellement se voir imputer les coûts de l'entretien de la servitude si celui-ci est responsable de la survenance de cette prestation d'entretien, notamment dans l'hypothèse d'une attitude négligente ou d'une intention malicieuse. Autre hypothèse également prévue par le nouveau code, la possibilité d'un partage des frais si jamais ces prestations d'entretien devaient présenter un intérêt partagé pour les titulaires des deux fonds. Quatrième point, appelant à un examen particulier. Ensuite, il s'agit ici d'un mode d'extinction potentielle de la servitude, l'hypothèse du déguerpissement. En effet, l'article 322 du nouveau code permet au titulaire du fonds servant de proposer au fonds dominant de céder l'assiette de la servitude et donc de céder la portion du terrain qui est utilisé par le fonds dominant pour l'exercice de sa servitude. En cas d'accord du fonds dominant, l'assiette de la servitude rejoindra donc son fonds, ce qui amènera une extinction de la servitude par voie de confusion entre l'assiette de la servitude et le fonds dominant. En cas de refus du fonds dominant, et nous sommes ici face à un point tout à fait intéressant, nous sommes ici également face à une hypothèse d'extinction de la servitude, le titulaire du fonds servant conservant sa propriété et les parties étant libérées de toutes obligations l'une vis-à-vis de l'autre. Il s'agit donc ici, pour le fonds dominant, d'être tout à fait attentif à la proposition qui lui sera faite par le titulaire du fonds servant. Autre évolution intéressante du régime des servitudes est la possibilité de voir la servitude évoluer en application de l'article 325 du nouveau code, de voir la servitude évoluer en cas et de suivre l'évolution technologique et sociétale de l'environnement dans lequel elle s'insère. Par conséquent, en fonction de l'évolution de la technique, notamment, on pourrait envisager ici des modes de déplacement ou des modes de communication, la servitude pourrait évoluer potentiellement dans ses dimensions et dans son usage. Il s'agit ici d'une évolution notable dès lors que l'ancien régime prévoyait expressément que la servitude devait être utilisée, exercée, conformément au titre dont bénéficiait le titulaire du fonds dominant. Ici, cette interprétation stricte a été fortement assouplie et l'évolution des pratiques peut être prise en compte dans la façon dont les parties exerceront leurs droits. Autre point important, le titulaire du fonds servant, naturellement, ce n'est pas ici une grande innovation, ne peut rien faire qui diminue ou rend moins commode l'exercice de la servitude par le titulaire du fonds dominant. Toutefois, cet exercice peut être modifié et donc pourra donc évoluer en cas de justification d'un intérêt objectif par le titulaire du fonds servant. La notion d'intérêt objectif n'est pas autrement définie par le nouveau code. On relève que les travaux préparatoires, les commentaires du texte et les travaux
le commentaire du texte du législateur renvoie expressément au juge du fond pour déterminer quel sera cet intérêt objectif. Nous serons donc ici dans une interprétation de la loi qui devra se faire au cas par cas et pourra donc être suffisamment flexible afin de refléter les besoins des parties et les besoins des fonds concernés dans chaque situation. Sixième et avant-dernier point d'intérêt en matière de servitude du fait de l'homme, la question de la prescription extinctive de la perte d'utilité de la servitude. Il s'agit ici peu ou prou d'une simplification du régime d'extinction des servitudes. Après 30 ans de non-usage, le titulaire du fonds servant pourra postuler à sa libération de ses obligations vis-à-vis du fonds dominant. Cette libération du titulaire du fonds servant devra se faire par justice, elle sera constatée par le juge qui appréciera en fonction de l'absence d'utilité de la servitude, même future. Dernier point d'intérêt en matière de servitude du fait de l'homme, la question dite de la destination du propriétaire et de la confusion potentielle des fonds. Nous avons déjà abordé la question de la confusion des fonds en matière de déguerpissement. Il s'agit ici de quelque chose qui devrait être articulé avec la question du déguerpissement. La servitude est en mesure, peut potentiellement naître de la division de deux fonds ayant appartenu au même propriétaire. Cette servitude sera susceptible de naître si jamais ce propriétaire des deux fonds a divisé, a créé, dans le cadre de l'exercice de son droit de propriété, un lien de service entre les deux fonds à séparer. Et cette question doit également s'articuler avec le concept de servitude apparente. En effet, ce lien de service doit répondre aux différents critères de l'apparence, comme j'ai déjà pu les exposer, à savoir un ouvrage permanent et visible qui reçoit une activité régulière et révélée par des traces sur le futur, ici, fonds servant. Cette servitude créée ici par le lien de service sera susceptible de disparaître si jamais les deux fonds divisés se retrouvent réunis, en vertu de l'article 327 du nouveau code. Toutefois, il faudra faire attention, en effet, si ce nouveau propriétaire réunissant à nouveau les fonds devait maintenir ce lien de service, rien n'empêcherait de voir une servitude que l'on pensait disparue réapparaître. Les différents praticiens en la matière devront rester particulièrement attentifs à ce point. Les différents actes de transcription permettant de retrouver ces éventuelles servitudes apparaissant et disparaissant des fonds concernés. La réforme des servitudes ne porte pas uniquement sur les servitudes du fait de l'homme. Celles-ci aujourd'hui sont au centre du régime, mais les notions de servitude légale demeurent naturellement. Celles-ci ont connu quelques évolutions notables sur lesquelles je vais à présent m'étendre. Premièrement, on peut constater une intégration graduelle de la jurisprudence accumulée en matière de servitude légale. Celle-ci se fait de manière incrémentale et au fond coule le droit prétorien, donc la jurisprudence dans le droit commun, un rafraîchissement qui permettra de tout concentrer en un seul texte, chose que tout patricien appréciera. Second point d'intérêt, une rationalisation des différents régimes, de différentes distances et mesures applicables en matière de servitude, de jour, ouverture, percement sur des murs mitoyens ou en tout cas proches
de la limite mitoyenne entre deux terrains. On notera ici un regroupement des servitudes de jauge de vue, une harmonisation des distances autour des 19 décimètres, et donc du mètre 90 devant séparer l'ouverture pratiquée dans le mur mitoyen ou proche de la limite mitoyenne avec la dite limite, permettant ainsi un calcul plus aisé de l'ensemble. Autre point d'intérêt qui devra s'articuler ici avec la précédente présentation effectuée par maître Voisin, la question des branches et des racines qui ont également leur impact en matière de troubles de voisinage. On voit également une rationalisation des distances de plantation et des arbres, régime applicable à tout arbre dépassant 2 mètres, tout arbre concerné devant être planté à 2 mètres de la limite entre les différents fonds, le point de départ de cette distance se trouvant au centre du tronc de l'arbre. Également, une possibilité offerte aux propriétaires du fonds servant de procéder aux coupes des branches et des racines qui s'imposent après mise en demeure, toutefois, point à articuler avec les possibilités offertes aux propriétaires voisins en matière de troubles de voisinage. Quatrième et dernier point en matière de servitude légale, et potentiellement ici le plus important, la question des terrains enclavés. La servitude, dès lors qu'elle permet en pratique de mettre en place un droit de passage entre un fonds au profit d'un fonds sur un autre, l'hypothèse du désenclavement d'un terrain est donc ici centrale en matière de servitude légale. Les principes fondamentaux restent identiques à ceux de l'Ancien Régime. Toutefois, plusieurs innovations, oui, une grande innovation, la possibilité de refuser l'octroi des servitudes de passage. Plusieurs exemples ici sont directement énumérés dans le Code civil. En effet, le fonds bénéficiant d'une autre possibilité pour se désenclaver qu'une servitude pourra se voir refuser l'octroi de la servitude de passage revendiquée par le propriétaire de ce fonds. Autre hypothèse, le fonds concerné forme une unité d'exploitation avec d'autres fonds qui eux-mêmes ne sont pas enclavés. Ils n'ont pas besoin des servitudes. Troisième hypothèse envisagée, la préexistence d'une servitude de passage du fait de l'homme qui soit suffisante à l'exercice d'un droit. Enfin, si l'état d'enclave devait résulter de la faute du propriétaire réclamant le droit de passage, celui-ci pourra lui être refusé. Il faudra donc ici être particulièrement prudent dans la façon dont les biens sont administrés. Troisième point, relatif à l'application de la loi d'antan. En effet, la réforme des différents délais de prescription acquisitive n'est pas ici sans impact. En effet, toute servitude apparente peut à présent potentiellement faire l'objet d'une prescription acquisitive. Telle prescription acquisitive sera possible en cas de possession continue, paisible, publique et non équivoque. Il reviendra donc au propriétaire, au propriétaire revendiquant l'acquisition de cette servitude d'exercer pendant toute la durée du délai de prescription un droit de fait de servitude de manière continue et donc de ne pas interrompre cet exercice, de manière paisible et donc de ne pas s'imposer par la force, de le faire publiquement et donc aux yeux et au vu de tous, et de manière non équivoque. Il devra donc se comporter comme s'il était bel et bien déjà titulaire de son droit. La constatation de cette prescription acquisitive peut se faire de 3 manières, soit par justice, soit en conséquence d'un accord entre les titulaires des deux fonds, ou par une déclaration unilatérale
du titulaire dépossédé, donc du titulaire du fonds servant. Tous ces types d'actes se devront d'être transcrits en marge des actes de propriété. Les délais de prescription, comme j'ai déjà pu les aborder, seront donc de 10 ans en cas de bonne foi du titulaire concerné et de 30 ans en cas de mauvaise foi. La prescription décennale ainsi consacrée entre en vigueur à partir. Le point de départ de cette prescription sera celui de l'entrée en vigueur de la loi. Toutefois, ce point de départ ne pourra pas faire obstacle à l'acquisition par prescription d'une servitude en un délai de 30 ans qui serait atteint avant l'écoulement du nouveau délai de 10 ans, prenant donc son point de départ, pour s'agissant du délai de 10 ans, au 1er septembre 2021. Il faudra donc ici demeurer attentif, demeurer vigilant au point de départ des différentes prescriptions dont les uns et les autres pourraient se revendiquer ou pourraient tenter de qui pourrait être contesté par les titulaires de fonds servants peu désireux d'hériter de ce statut. Nous en terminerons donc là pour la question des servitudes. J'espère ne pas avoir été trop rapide. Nous demeurons naturellement à disposition pour des questions en fin de séminaire sur les différentes sections qui ont été présentées. Je vous remercie pour votre attention.